Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Bonjour, je suis John Michael Advertising et... Hello? Comment ça, on m'a piraté mes données personnelles? À moi, John Michael Advertising? What the fuck? Oh bah te plains pas, ça peut arriver à tout le monde hein. J'ai rien demandé, toi. Oh là là, il est soupolé ce George Michael Advertising. En fait, t'as décidé de m'énerver, Billy, c'est ça? Bon, du coup, NordVPN. Si comme moi tu voyages beaucoup, il peut t'arriver d'abord à te connecter à des réseaux Wi-Fi publics non sécurisés, comme à l'aéroport par exemple. Et dans ces cas-là, si tu veux naviguer en toute sécurité, tu dois utiliser un VPN. Et pas n'importe lequel, ma gueule. NordVPN. Grâce à NordVPN, ton adresse IP sera masquée et tes données chiffrées, ce qui te permettra de surfer tout en évitant les dangers d'internet. Bref, si un jour tu te connectes sur un Wi-Fi public, t'auras pas à te soucier de quoi que ce soit. T'auras juste pas oublié de l'activer. Mais avec NordVPN, tu peux aussi faire plein d'autres trucs, comme te connecter sur un serveur étranger pour accéder au catalogue Netflix ou Disney+ du pays en question. À toi la montagne de contenu illimité des géants du streaming, ma gueule. Et ce qui est cool, c'est que tu peux l'utiliser sur tous tes appareils, Windows, macOS, Linux, iOS, Android, et même avec certaines Smart TV. Et tu pourras même l'utiliser en simultané sur 6 appareils avec un seul et même compte. Quoi, ça te suffit pas? Ah, quelle petite fouine! Eh ben j'ai une offre hyper intéressante à te proposer. En cliquant sur le lien dans la description, tu auras droit à une super réduction sur l'abonnement de 2 ans et on t'offre même un mois gratuit. Et si jamais tu doutes encore, tu bénéficieras d'une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Alors fonce, tu m'en diras des nouvelles. De rien, ma gueule. Salut à tous, c'est Guillaume Cassard et il fait chaud. L'été est là. Et qui dit été dit plage dit baignade, et qui dit baignade dit film de requin évidemment. Aujourd'hui on va donc se mater Shark Attack 2 Le Carnage, un film qui est... un film. Shark Attack 2 Le Carnage, aussi connu sous le titre Shark Attack 2 tout court, est un film américain sorti en 2001, suite de Shark Attack premier du nom avec Casper Van Dien. Un premier film qui était une belle arnaque d'ailleurs. Ouais, étonnamment, Shark Attack était assez avare en attaque de requins, on était au final bien plus proche d'un film d'action avec poursuite en voiture, fusillade et explosion. Ils n'ont apparemment pas projeté de mettre des attaques de requins dans leur film qui s'appelle pourtant littéralement Attaque de requins. Bref, avec le deuxième opus, les producteurs ont décidé de ne pas répéter les mêmes erreurs et de véritablement baser leur film sur les attaques de requins promises par le titre. Shark Attack 2 est donc mis en boîte par le célèbre David Worth, grand cinéaste aux multiples Oscars qui... Ah non, ça c'est Steven Spielberg, pardon. David Worth donc, c'est un réalisateur slash directeur photo spécialisé dans la série B à tendance Z et à qui l'on doit notamment Kickboxer avec Jean-Claude Van Damme. Le film est produit par Nuit Image, boîte de prod également très portée sur le nanar et le genre agression animale, comme avec ce Shark Attack 2 donc. Préparez donc les bières, les chips et votre santé mentale, on va se mater un chef-d'œuvre. Attention, c'est parti avec un générique d'intro beaucoup trop long. La routine quoi. Le film se déroule donc au Cap en Afrique du Sud et voit deux sœurs plongeuses, Amy et Samantha, partir explorer une épave au large des côtes. Des plongeuses explorent une épave, on est dans un film de requin. Je veux pas faire l'expert en narration, mais je pense savoir comment tout ça va se terminer. Et alors qu'elles font une démonstration de leur formidable maîtrise du langage des signes, un stock shot de grands requins blancs apparaît. C'est les plus dangereux ceux-là. Les deux sisters ne l'ayant pas repéré, elles continuent leur petite excursion, sans se douter que la mort peut surgir à tout instant. Mais le requin, lui, il fait un petit tour de son côté, tranquillou bilou, il prend son temps, il visite, il crève pas la dalle apparemment. Et puis soudain, il passe à table. Le requin se met donc en tête de dévorer Amy, mais fort heureusement sa sœur Samantha débarque. Sans se passer ceci dit. C'est pas comme si ça urgeait, elle finit par se décider à intervenir à grands coups de couteau, mais le requin apprécie pas trop la manœuvre et il décide donc de s'attaquer à elle en rugissant. Car c'est bien connu, quand vous cherchez la définition de rugissement sur internet, la définition est la suivante. Cri du lion, de certains fauves, tigres, panthères, etc. et du grand requin blanc. Mais malgré les coups de couteau de Samantha dans l'œil du requin, c'est peine perdue et l'animal retourne dévorer Amy sous les yeux de sa sœur impuissante qui remonte à la surface. Wouah, la réverbération tragique du drame de la mort, quel drama queen. Une semaine plus tard. Merci Jean Didier. On se retrouve donc à Waterworld, parc aquatique censé ouvrir ses portes d'ici quelques jours et... Ah putain, les Dents de la Mer 3? Sérieusement? Vous plagiez même pas le meilleur opus les gars, vous en êtes conscients? Bref, à Waterworld, on fait la connaissance du docteur Nick Harris et de son patron Jean Fabrice. Jean Fafa pour les intimes. Et il y a apparemment des petites tensions entre les deux hommes, Jean Fafa étant ce que l'on appelle communément une tête de con. Fais ton boulot! Et pendant ce temps, le requin approche des côtes et passe à l'attaque. Sur un bateau télécommandé. Qu'il recrache aussitôt parce que bon, c'est pas ce qu'il y a de plus goûtu. C'est pas parce qu'on est un requin qu'on ne peut pas avoir ses petites exigences gustatives. Sauf que l'arrivée fortuite du squale dans la crique arrive bien vite aux oreilles de Jean Fafa qui, poussé par la cupidité, demande à Nick de le capturer pour le ramener dans le parc. Je crois que ce requin blanc servirait d'attraction phare et attirerait les foules. Ouais, comme dans les Dents de la Mer 3 quoi. Et du coup, Nick, qui a un minimum de bon sens ainsi que de solides valeurs éthiques et morales, refuse immédiatement. Il est comme ça Nick, il a des principes et rien ni personne ne pourra le faire changer d'avis. Sauf si on menace de le virer. C'est vous le patron. Nick doit donc partir en mer car c'est là qu'il a le plus de chances de tomber sur le requin. Malin le Nick. Mais pour ça il a besoin d'un bateau. Et comme apparemment chez Waterworld ils ont pas de bateau, chose qui même à moi me paraît un peu tirée par les cheveux, il doit aller quémander l'embarcation de deux potes à lui, Jean-Jérôme et Jean-Joël. Des mecs fiables qui ont l'air hyper concernés par la situation. Avec ces deux pépés, je crois qu'on va passer un bon moment. Mec on dit plus ça depuis les années 70 par contre. Bref, Nick promet un beau chèque aux deux boulets et il n'en fallait pas plus pour les motiver. Les deux pépés sont donc virés FISA et la petite équipe de Winner part au milieu de la crique pour capturer le requin. Le plan est simple, il faut l'attirer à l'aide d'un
appât et lui injecter un tranquillisant. Sauf que bien évidemment ça tourne mal. Ah bah non, ça se passe relativement comme sur des roulettes. Y a même pas de mort. C'est limite décevant. Ceci fait, la nouvelle fait vite le tour des chaînes de télé locales jusqu'à arriver aux oreilles de Samantha qui fait immédiatement le lien entre ce requin et celui qui a tué sa sœur étant donné qu'il lui manque un œil. C'est alors l'occasion pour elle de sortir sa réplique favorite. Oh mon Dieu. Le lendemain, elle décide donc d'aller sur place pour faire un petit scandale auprès de Jean Fafa, mais bien évidemment, il veut rien entendre. Le fait qu'il soit une tête de con a sans doute un lien avec ce comportement. Par chance, Nick débarque à ce moment-là. Peut-être saura-t-il trouver les mots pour soutenir Samantha, lui qui a l'air un peu plus fin que la moyenne. Bah non, il se contente simplement de la regarder avec un regard lubrique et hyper insistant. Le malaise. Après quoi, Nick part jeter un œil au spécimen en compagnie de Jean Fafa et de son collègue Jean-Marc. Après le départ du patron, Jean-Marc décide apparemment de tenter une approche. Mais Nick n'étant pas intéressé, ils se remettent à parler boulot. D'après Nick, bien que le requin ait la taille d'un adulte, il est pourtant formé comme un nouveau-né. C'est bizarre. Il était donc décidé de faire une prise de sang au squal pour tenter de comprendre pourquoi il est pas bien formé comment qu'il faut. Et le soir même, un visiteur inattendu débarque. Un ninja. Et le ninja est venu ici pour une raison précise. Buter le requin à un grand coup de fusil à pompe. Une bonne technique de ninja, ça. Mais Nick débarque juste à temps. Samantha est une ninja? Ce film est plein de surprises. C'est donc le moment pour Sam de s'expliquer auprès de Nick. Ce requin a massacré ma sœur. C'est pour cela que vous voulez le tuer. Ah bah, disons que, ouais, comme motivation, ça se défend quand même. Dire que je vous imaginais différent. C'est son regard flippant de ce matin qui t'a convaincu de sa bonne foi? T'es pas très doué pour cerner les gens, toi, dis-moi. Bref, ça discute, mais il ne trouve pas de terrain d'entente. Le requin va donc rester où il est, et bien vivant si possible. Le lendemain, c'est l'inauguration du parc, et on sent qu'ils ont fait péter le budget figurant pour l'occasion. À l'intérieur, la foule s'amasse pour admirer le squal, et on tente même de nous faire croire qu'ils regardent à travers la vitre de l'aquarium alors qu'il s'agit clairement d'un écran de télé qui diffuse une image de requin blanc. À deux doigts d'inventer le stagecraft. Parmi la foule, Samantha, venue soit pour admirer le squal qui a bouffé sa sœur, soit pour pouvoir dire je vous l'avais bien dit au cas où un accident se produirait. Bref, face à la foule et aux journalistes qui s'amassent, Jean-Fabrice décide d'être audacieux et d'offrir un petit spectacle à son public en nourrissant le requin. Et c'est Jean-Francis qui est chargé de cette besogne. Il récupère donc un morceau de barbac qu'il lance dans la piscine attaché à une corde. Après quoi, il prend bien soin de placer son pied au milieu d'une boucle à l'autre extrémité de la dite corde, car Jean-Francis prend son boulot très au sérieux. On a dit dîner-spectacle. Et du coup ça loupe pas. Jean-Francis fait un plouf, le requin se fait une bouffe, et le public se dit c'est quoi ce truc de ouf. Après quoi, le requin, qui est désormais plein d'énergie, il est requinqué, oui j'en suis fier, s'échappe de l'aquarium, et j'avoue que je capte pas trop comment on en est arrivé là. Ma théorie perso étant que le requin a piqué les clés à Jean-Francis avant de le dévorer. Mais Nick ne peut pas le laisser s'enfuir comme ça, il doit le marquer avec un émetteur. Il nous fait alors une superbe démonstration de course au ralenti, mais parvient à toucher le requin, car le lancer de javelot c'est un petit peu son dada apparemment. À son retour, Nick est un peu chafouin, mais Jean Fafa étant décidément un sacré chacal, ce qui n'est pas incompatible avec le fait d'être une tête de con, il rejette la responsabilité du scandale sur ce dernier. Tu es viré. Après quoi, Nick fait ce que tout adulte responsable ferait dans une telle situation. Il va noyer son chagrin dans l'alcool. Mais fort heureusement, son ami barman barbu est là pour le soutenir dans cette rude épreuve. Nick, tu vas retrouver un job. Un job? Un job de quoi? Bah je sais pas, un job dans ta branche, sinon utilise ton compte CPF et fais une formation. J'en sais rien moi. C'est alors que Samantha débarque, parce que c'est bien connu qu'il n'y a qu'un seul bar au cap, mais elle fait directement demi-tour quand elle voit Nick, parce qu'elle l'a mauvaise. Nick décide alors de la suivre, probablement pour s'excuser d'avoir été con, et part sans payer ses consos. N'oublie pas, Nick, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités? ce n'est qu'un job. Je m'attendais à un truc plus solennel, j'avoue. Bref, Nick rejoint Samantha, les deux personnages se rabibochent, un mot qui me fait beaucoup rire, et il lui révèle alors qu'il compte partir à la chasse au requin blanc. J'ai un ami qui me prête son bateau. Ah bah ouais, nickel ça. Mais quand Samantha lui fait part de son envie de se joindre à la fête, c'est de nouveau la mauvaise ambiance, Nick étant du genre légèrement macho sur les bords et au milieu. Non, je crois que ça c'est une mauvaise idée. Il tente alors de sortir les rames, il y a même toute une flopée de galériens qui débarquent pour l'aider, mais ça n'y change rien, il est juste pas très doué ce con. Et qui vous a dit que vous deviez veiller sur moi? Par contre, je veux pas prendre sa défense, mais tu marches tout droit vers la flotte, meuf. Le lendemain, Nick, flanqué de son plus beau débardeur, fait connaissance avec... La version porno d'Indiana Jones? Dick Diana Jones? Joli bateau. Ah ouais, une merveille. Il résiste depuis Sydney, vous pensez? Ah non, de Crocodile Dundee. Crocodile Dundee du coup. Ray Bishop de son vrai nom est une star de la télé connue pour son émission animalière qui débarque ici après avoir vendu Grand Blanc et qui file une photo dédicacée à Nick alors qu'il lui a rien demandé et qu'il en a même clairement rien à foutre. Ah ouais, c'est même plus un melon que t'as, c'est une pastèque. Nick rejoint ensuite ses potes sur leur frais d'esquif et quelle n'est pas sa surprise lorsqu'il constate qu'ils ont laissé une gonzesse monter à bord. Vous pouvez venir avec nous. Que je vienne avec vous, c'est une blague. Mais bon, ils finissent par se rabibocher une nouvelle fois, putain ce mot est incroyable, et acceptent de partir en mer ensemble. Mais avant le départ, Jean Fafa débarque, flanqué de Roy Bishop, lui-même flanqué de son énorme pastèque. Et la tension devient palpable. Il a été engagé pour essayer de rattraper tes merdes. Ah, c'est toi l'abruti qui a tout fait foirer en laissant le requin s'échapper. Après quoi, l'équipe des méchants s'en va, laissant nos héros les insulter dans leur dos. Petit con.
Pauvre mec. Ah bah au moins ils sont d'accord là-dessus. Comme quoi, y a pas que l'amour qui rassemble, y a la haine aussi. Une fois sur le bateau, Nick révèle à sa petite équipe comment il compte retrouver le requin plus vite que Roy Bishop. Un appareil de positionnement global. Un GPS quoi. Une fois au large, l'équipe parvient donc à localiser le squale, mais les choses tournent mal quand Samantha décide à nouveau d'employer la subtilité à grands coups de fusil à pompe. Résultat, le requin percute le bateau et elle tombe à l'eau. Heureusement, Nick l'en ressort in extremis. Mais pas de bol, le requin en a apparemment marre de ses conneries et décide d'aller nager ailleurs. Et le bateau décide quant à lui de tomber en panne. Et encore plus pas de bol, qui c'est qui se pointe pour les remorquer? Mister Pastèque lui-même. On a eu un petit problème, on n'a pas pris ses bouées. Haha, sacré Roy. Bon, ceci dit, faut reconnaître qu'il y a quand même le beau geste. C'est un connard égocentrique avec un soupçon de bienveillance. Le lendemain, Bishop fait la une en prétendant avoir tué le requin, sauf qu'il a tué un requin, pas le requin. Comme dans Les Dents de la Mer. Nick et Sam annoncent alors la nouvelle à Roy, mais il fait son sceptique et ne veut rien entendre. Ok, excusez-moi, je dois signer des autographes. Le duo décide donc de repartir en mer, mais le bateau des deux débiles est en réparation jusqu'au soir. Ils doivent donc s'occuper jusque-là, ce qui est l'occasion idéale pour un montage kitsch à base de musique kitsch, de plans kitsch et de fondu enchaîné kitsch. Tout y est, du grand art. Le soir, ils retournent donc en mer et font une incroyable découverte. Il n'y a pas qu'un requin, il y en a en réalité tout un gang. Et comme si ça ne suffisait pas, Jean-Marc leur apprend que ces requins sont les descendants de ceux du premier film qui avaient subi des modifications génétiques. Pour résumer, ils sont plus gros et plus hargneux que des requins normaux et ils chassent en bande. Enfin soi-disant, parce que depuis le début on les voit en solo. Bref. Lorsqu'ils apprennent cette nouvelle, Nick et Sam cèdent à la panique. C'est très préoccupant cette histoire. Ou pas. Du coup bon, c'est un poil dangereux d'aller se baigner là. Mais comme la vie est une pute, il y a une compétition de surf dans 2 heures. Il faut donc absolument l'annuler et faire fermer les plages. Mais bien évidemment, le maire ne veut rien entendre. Comme dans Les Dents de la Mer. Du coup, les plages ne vont pas fermer et la compétition aura bien lieu. Mais pas de stress, ils ont mis des filets anti-requins. Roy Bishop se porte quant à lui volontaire pour aller tuer les requins et refuse l'aide de Nick parce que c'est définitivement un connard. Nick et Samantha n'ont alors plus qu'une chose à faire pour occuper leur journée, à savoir assister au massacre de leurs potes qui participent à la compète. Chacun ses petits hobbies. Pendant ce temps, Roy part donc affronter les squales dans une cage anti-requin avec ses 2 cadreurs. Il voulait du spectaculaire, il va être servi ce con. Parce que c'est toute la famille qui débarque et s'acharne sur la cage des 2 pauvres techniciens qui n'aident rien demandé et se font dévorer chacun leur tour. Après quoi, les requins réalisent que Roy est là et décident donc de l'attaquer lui aussi. Comme ça, pas de jaloux. Roy parvient cependant à extraire sa pastèque de la cage, chose qui est pas forcément évidente, et à rejoindre le bateau. Mais les requins se dirigent quant à eux vers la plage. Ah bah mince, on l'avait pas vu venir celle-là. Et il s'avère qu'il y a une brèche dans le filet anti-requin. Ah bah mince, on l'avait pas vu venir celle-là. Du coup, quand Nick voit débarquer plusieurs ailerons, il décide d'agir. Porté par son courage, il se met une nouvelle fois à courir au ralenti en battant très fort du cœur pour donner de l'intensité à la scène. Quel drama king celui-là aussi. Mais il aurait malheureusement dû courir à pleine vitesse, car malgré ses avertissements criés à plein poumon dans un micro, plusieurs surfeurs se font becter par les squales. Il passe alors à la deuxième phase de son plan, qui consiste à voler un jet ski et à l'utiliser pour percuter un requin à pleine vitesse. Alors du coup il offre quelques secondes de répit à son ami Jean-Jérôme, mais il se retrouve lui-même à l'eau. Clairement une idée de merde, Nick. Il parvient cependant à rejoindre son jet ski et fonce sauver la vie de son autre pote Jean-Joël. Mais il est trop tard et il ne peut qu'assister à la mort de ce dernier, sauvagement dévoré par des requins à polystyrène. Il réalise ensuite qu'il a laissé Jean-Jérôme se démerder tout seul après avoir percuté le requin et retourne donc le sauver in extremis. Ce qui est toujours ça de gagner. Suite à ce carnage, le maire tombe des nues. Un véritable bain de sang, sur ma plage. Oui, Bonjour, je souhaiterais vous parler de votre compte CPF. je ferai le nécessaire. Raccrochez pas. Du coup, Jean Fafa et Roy Bishop se font remonter les bretelles par le maire, scandalisé par la mauvaise pub générée par les 5 morts. Et c'est à ce moment-là que Nick et Sam débarquent, bien décidés à remettre ce guignol de Roy à sa place. Tu vas nous dire ce qui s'est passé, espèce de fanfaron. Ouh, il retient pas ses coups le Nick. Mais là, c'est la séquence émotion pour Roy, qui raconte ce qui s'est passé de son côté et s'excuse d'avoir été un connard égocentrique. Toutes mes excuses. Le maire place ensuite Nick en charge des opérations, et par chance, il semble avoir un plan. Un plan qui implique de se bourrer la gueule apparemment. C'est donc le moment idéal de faire connaissance pour nos 3 loustiques, et pourquoi pas relâcher la pression après cette horrible journée. Les requins sont des vrais démons. On doit à tout prix les tuer. Ou pas, hein. Mais Nick n'est pas d'accord avec cette déclaration et décide de raconter une histoire à ses amis. Une histoire longue. Très longue. Trop longue. Enfant, j'habitais sur la côte de la Floride. Je ne marchais pas encore que je nageais. J'étais dans l'eau tout le temps. C'était vraiment très intéressant. Tout ça pour dire que quand il avait 16 balais, il s'est fait attaquer par un requin, mais le requin l'a laissé en vie. Du coup, il respecte l'animal. Ceci étant dit, êtes-vous toujours prêt à en finir? Ouais, je veux bien être écolo, mais ça vous dit toujours d'exploser la gueule de ces gros bâtards? Nick révèle donc à ses coéquipiers le plan de génie qu'il a élaboré tout seul dans sa tête, et qui consistera à attirer tous les requins dans leur grotte sous-marine grâce à un générateur envoyant des impulsions, et ensuite les tuer. Ouais, enfin les tuer c'est justement le problème gros. T'as juste pas de plan en fait. Le truc, c'est qu'il va bien falloir aller sur place pour déposer le générateur. Du coup, Nick se porte volontaire. Serais-tu fou?
Mais Roy semble avoir une idée de génie pour régler le problème, enfin c'est ce qu'il prétend, et il se casse, donnant rendez-vous à Nick et Sam le lendemain matin. Autant le mec est juste en train de se tirer définitivement en Australie, hein. Sam et Nick passent ensuite la nuit à faire plus en plus connaissance, et le lendemain, ils rejoignent Roy qui n'est pas parti en Australie, mais a concocté un plan du genre subtil grâce à son nouveau matos. 10 kilos de charge explosive, de quoi j'espère faire trépasser tous ces monstres dans un bain de sang. Mais ce n'est pas tout. Roy a également récupéré un mini sous-marin qui va permettre d'aller déposer tout l'équipement dans la grotte de façon plus sécurisée. Mais pour ajouter un peu de piment, parce qu'il faudrait pas que ce soit trop simple non plus, il sera impossible d'activer les explosifs à distance, les parois de la grotte risquant de bloquer tout signal radio. Mais heureusement, Roy a pensé à tout et dispose d'un plan B, une chose incroyable appelée minuteur. Seulement attention, une fois activé, impossible d'annuler le compte à rebours. Il faudra donc être certain d'avoir assez de temps pour repartir en lieu sûr. Pour parer à toute éventualité et se laisser une marge de manœuvre en cas de pépin, je pense que 30 minutes devrait convenir. Je le programme pour 10 minutes. 10 minutes, d'accord, très bien. Nick et Roy descendent donc dans le sous-marin pendant que Sam reste sur le bateau avec Gilou pour leur préparer des sandwichs sans doute. Mais alors qu'ils approchent de la grotte, les deux compères se trouvent cernés par les requins qui s'attaquent au sous-marin avec violence et moult rugissements. Résultat des courses, le sous-marin est hors course. Roy et Nick touchent donc le fond au sens propre comme au figuré, et comme si ça ne suffisait pas, Roy active par mégarde la minuterie. C'est vrai que c'était une super idée de l'armer avant d'arriver sur place. Gros débile. Mais heureusement, Samantha débarque, pas avec des sandwichs, mais avec un pied de biche, et libère les deux ahuris qui n'ont désormais plus que 5 minutes pour redresser le sous-marin, rejoindre la grotte, déposer le générateur et les explosifs, et repartir sur le bateau. Ça va le faire. Décision est prise de sacrifier le sous-marin en l'emmenant jusqu'à l'entrée de la grotte, puis en le laissant s'y enfoncer tout seul avec le matos à l'intérieur. Matos qui attirera les requins et leur explosera bien vite à la gueule. Sauf que les enjeux se multiplient, le sous-marin étant endommagé et donc incapable de se diriger automatiquement. Roy se porte donc volontaire et se sacrifie, naviguant jusqu'à l'intérieur de la grotte et pas du tout en fait, vu qu'il sort du sous-marin une fois arrivé devant l'entrée. Toi t'as rien bité à la situation en fait. Toujours est-il que le sous-marin avance bel et bien tout seul et que les requins le suivent bien sagement à l'intérieur de la grotte. Enfin tous sauf un qui décide malheureusement de s'attaquer à Roy avant de rejoindre ses bros. Repose en paix Roy, toi et ta pastèque. Un commentaire Sam? Oh mon dieu! Merci Sam. Gaffe aux requins par contre. Attention! Nick se fait donc prendre en chasse par un requin. Acculé contre une paroi, il est à la merci du prédateur et ne peut alors que compter sur Samantha pour lui venir en aide. Oh mon dieu, Nick! Oh mon dieu! Merci Sam. Mais Sam décide finalement d'utiliser une autre technique, sans doute plus efficace. Elle se saisit d'une pierre qu'elle tape contre une paroi, espérant que les ondes sonores attirent le requin jusqu'à elle. Comme dans Les Dents de la Mer deuxième partie. Du coup son plan fonctionne et le requin laisse tomber Nick pour s'attaquer à elle. Mais le Nick a plus d'un tour dans son sac et il parvient ainsi à harponner le requin qui fonce sur Sam. Et alors que cette dernière semble vivre ses derniers instants, elle laisse de nouveau ses vieux réflexes de survie reprendre le dessus. Oh mon dieu! Mais c'était sans compter sur Nick qui tue le requin d'une balle dans la tête. Les deux tourtereaux n'ont alors plus que 30 secondes pour rejoindre la surface et se mettre à l'abri avant que tout explose. Pourquoi tous les nanars dont je vous parle se finissent systématiquement par des comptes à rebours? Ils parviennent donc à regagner le bateau sain et sauf, les bombes explosent, les requins meurent, bref, mission accomplie. Ils annoncent ensuite la terrible nouvelle du décès de Roy et Gilou qui est à deux doigts de se mettre à chialer. Et puis soudain... Hello! Roy! Capitaine! Quelqu'un veut prendre une photo? Haha, sacré Roy. Et ouais, parce qu'il en faut plus qu'une famille de requins blancs et 10 kilos d'explosifs pour venir à bout de Roy Bishop. Le gars réapparaît donc miraculeusement, comme dans Les Dents de la Mer 4. Le petit groupe au complet, Roy raconte son aventure, mais sa tête étant en train de tripler de volume, il doit s'arrêter et Nick et Sam le laissent se reposer. J'ai un problème. Que puis-je dire à une femme aussi jolie, intelligente, sensible, qui vient de risquer sa vie avec moi? Ok, donc c'est sur cette overdose de guimauve que s'achève Shark Attack 2 le carnage. Qui porte plutôt bien son nom d'ailleurs. Alors, attention, le film est pas si nul en soi. Ça se tient même plutôt bien si on le compare au Carnosaur par exemple. Après bon, il a pas inventé la poudre, hein, il se contente simplement de plagier sans vergogne les moments forts de la saga des Dents de la Mer, une saga qui, à l'exception du premier opus, était déjà pas super qualitative. On s'en rappelle. L'acting est pas fou, les personnages sont hyper caricaturaux, les dialogues sont ridicules, mais bon voilà, faut reconnaître que ça fait à peu près le taf et que c'est clairement pas le pire des nanars à base de requins. Disons que c'est juste mauvais. C'est pas un cauchemar audiovisuel comme Raptor par exemple. Ah... Raptor. Mais comme le film a certainement bien fonctionné à son échelle, Nu Image a décidé de ne pas s'arrêter là et de lancer la production d'un troisième opus, toujours confié au bon soin de David Worth, et qui mettrait cette fois-ci en scène rien de moins qu'un fucking mégalodon. Et Jason Statham a qu'à bien se tenir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a fait marrer, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, venir me soutenir sur Utip ou Tipeee si vous vous sentez généreux, et je vous dis à bientôt, salut!